Bienvenue à notre émission Gouvernance locale, fidèles téléspectateurs de la RTNC de développement. Comme vous les constatez très bien, nous sommes dans la nature. Nous voulons vous parler de l'eau et de l'électricité en République démocratique du Congo. Comme vous le constatez, vous le savez très bien, avec l'immensité de notre pays qui regorge plus de l'eau, nous ne pouvons pas manquer l'électricité en RDC. Seulement, nous avons fait un constat que vraiment, la population a un problème sérieux pour accéder à l'eau potable, aussi à l'électricité. C'est pour cela que nous voulons développer ce sujet-là ce matin avec le professeur Nico Omuonga, toujours notre invité, qui va essayer un peu de déballer les causes et les conséquences de cette situation. Bonjour, professeur Nico Omuonga. Bonjour, madame la journaliste. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, là, nous voulons parler un peu de l'électricité, qui est un problème très sérieux en RDC. Par exemple, nous voyons à Kinshasa, c'est la capitale, mais nous voyons, même au centre-ville, il y a des groupes électrogènes qui font trop de bruit et les gens n'ont pas de courant qui vient de Inga. En province, par exemple, à Goma, il y a quand même plusieurs entreprises privées qui commencent maintenant à donner de l'électricité, mais il y a un problème sérieux d'eau. Il n'y a pas de l'eau à Goma. Et comment accéder à ces deux denrées? C'est un problème sérieux. Nous voulons un peu parler avec le professeur Omuonga. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la politique qu'on peut mettre en place ici à Kinshasa pour que tout le monde puisse accéder à l'eau potable et aussi à l'électricité? Merci pour cette question vitale. Comme je le dis souvent, nous sommes sur une chaîne de développement, la RTNCD, une chaîne publique. Mais je dois l'avouer, l'affirmer au effort, qu'il n'y aura point de développement s'il n'y a pas d'énergie. L'énergie a toujours été le lubrifiant du développement et même de la croissance économique dans un pays. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Alors que nous avons un potentiel énorme qui s'évalue à plus de 100 000 mégawatts en termes du potentiel hydroélectrique. Mais nous sommes au regret de constater que la plupart, même ici dans la capitale, nous assistons à des coupures intensives, même à des coupures tout court, où il y a des enfants qui naissent dans la capitale et jusqu'à leur âge de la raison, ils ne voient pas une ampoule, ils ne voient pas d'électricité, alors que nous avons tous les atouts pour que nous soyons desservis de manière permanente et que toute la ville ici, dans la capitale, et même des quartiers urbano-ruraux puissent bénéficier du courant. Et à quoi le courant ou l'énergie peut être vitale pour engager même l'industrialisation? Parce que même dans les cours des investissements, et parmi les critères pour une attractivité économique conséquente, il faut l'énergie. Parce que personne ne peut venir investir s'il y a un déficit énergétique, comme c'est le cas, parce qu'il sera toujours obligé de recourir à d'autres sources qui sont onéreuses, c'est-à-dire des groupes électrogènes, qui non seulement se coûtent parce qu'il faut des lubrifiants, mais aussi ça pollue la nature. Alors que nous avons de l'énergie propre qui est de l'hydroélectricité. Mais le problème, à ce jour, nous n'avons qu'une seule entreprise d'électricité, la SNEL. La SNEL qui, en principe, a de sérieux problèmes de gestion. D'abord, de par sa taille, on devrait, à mon sens, avoir trois entreprises. C'est-à-dire, on devrait faire aussi de la décentralisation de la SNEL en érigeant d'autres entreprises. Par exemple, une SNEL ou une société qui ne s'occupe que de la production de l'énergie. Une autre du transport de l'énergie. Une autre de la distribution d'électricité. Et une quatrième entreprise de recouvrement. Et ainsi, on aurait eu une sorte de l'efficience, de la rationalité dans la gestion de cette entreprise. Mais que cela ne tienne,
l'entreprise elle est éléphantesque, mais elle tourne aujourd'hui peut-être à 10% de son potentiel. Parce que la desserte en électricité à ce jour est moins de 10% dans des milliers au pays. Mais quand nous allons dans l'arrière-pays, où il y a beaucoup de Congolais, la desserte en électricité est moins d'1%. Et là, comment on peut déplorer les zones rurales? Parce que ces gens-là, tous ces villages, tous ces milliers ruraux n'est pas modernisé et les gens, il n'y a pas, parce qu'on ne peut pas investir sans énergie. Ça, c'est l'électricité. Même la régie des eaux. La régie des eaux, nous sommes les châteaux d'eau d'Afrique. Nous avons des cours d'eau partout, même ici dans la capitale, il y a des cours d'eau. Mais il y a un gaspillage terrible parce qu'on ne sait pas rationaliser, et on ne sait pas optimiser l'eau. Nous sommes gâtés par la nature, mais aujourd'hui, vous remarquerez même la desserte en eau, si l'ensemble du territoire national est moins de 30%. Et si on est même arrivé à ce niveau-là, c'est parce qu'on a eu le concours de la Banque mondiale qui a procédé à l'addiction d'eau potable auprès des ménages moyennant $50. Mais sinon, on serait peut-être moins de 10%. Donc, il y a un problème de gestion. Parce qu'on met à la tête de ces entreprises, on doit, au risque de me répéter, il faut placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de gestionnaires à la tête de ces entreprises, on a besoin de managers, des gens qui sont capables d'apporter la performance financière, la performance économique, commerciale, la performance sociale ou sociétale. Mais ces gens-là sont encore rarissimes, mais on préfère placer des clients politiques, on préfère placer des gens qui n'ont aucun profil de manager et ces entreprises. Et pourtant, nous avons un autre atout énorme. Si hier, ces deux entreprises jouissaient du monopole de fait ou du monopole légal, aujourd'hui, depuis 2015, on a procédé à la libéralisation du secteur de l'énergie. Donc, à ce jour, en d'autres termes, en français facile, tout Congolais aujourd'hui, individuellement, collectivement, peuvent mettre en place des sociétés de l'énergie électrique ou d'addiction d'eau potable. Et pour que cela en arrive, il faut créer un climat des affaires, il faut qu'il y ait l'accompagnement de l'État pour que ces initiatives privées naissent. Aujourd'hui, comme vous le dites, en province, il y a des micro-barrages qui se font ça et là, surtout les confessions religieuses, les catholiques, les protestants, parfois érigent des micro-barrages. Donc, si on met des moyens qu'il faut, l'accompagnement, il y aura beaucoup d'investissements nationaux dans le secteur de l'énergie et ça peut améliorer la qualité et même le pourcentage des dessertes en eau et en électricité. Oui, professeur, vous avez parlé de la libéralisation du secteur, mais même si aujourd'hui on libéralisait le secteur, mais Inga ne va pas poser problème. Est-ce que Inga ne peut pas poser problème? C'est quoi? Ces entreprises-là peuvent faire ou bien fournir de l'électricité par rapport à notre SNEL que nous avons maintenant. Et qu'est-ce que ces entreprises-là vont apporter? Est-ce qu'ils vont se mettre à l'entretien des turbines qui posent toujours des problèmes au niveau de Inga là-bas dans le Congo central? Non, mais ce serait d'ailleurs une aubaine. Vous savez que si on termine les grands chantiers du Grand Inga, rien que l'exportation de l'énergie de Inga, si Inga tournait à plein régime, et toutes les phases, les 3 ou 4 phases terminent, on peut même exporter de l'énergie. Et ça peut nous ramener chaque fois là, peut-être en termes de milliards, des dizaines de milliards de dollars. Maintenant, s'il y a des initiatives privées, ils peuvent s'approvisionner auprès de cette société que j'estime qui sera une société qui sera essentiellement de la production de l'énergie. Mais ils peuvent acheter de l'énergie et puis les redistribuer. Il faut qu'on en arrive à ce point. Vous savez, dans notre pays ici, on avait un sérieux problème de télécom. La poste à l'époque, pour communiquer, il fallait passer la nuit à la poste.
pour être en contact avec nos frères de la diaspora. Mais aujourd'hui, dès lors qu'on a libéralisé le secteur des télécoms, quand les privés sont venus, aujourd'hui, à tout moment, à n'importe quel endroit, on peut être en contact avec ces... Donc il faut décentraliser, parce que la décentralisation dont on parle, la décentralisation doit être au niveau aussi, la décentralisation économique. Il faut qu'à tous les niveaux, que nous ayons aussi des initiatives privées. Mais pour que ces initiatives privées naissent, il faut qu'il y ait un État stratège qui crée des conditions d'opportunité économique pour tous. Et donc, qui met un climat d'environnement économique attractif, qui n'est pas encore à ce jour, parce que quand vous regardez dans tous les rankings, si depuis 10 ans, si les Doing Business, nous sommes toujours parmi les 5 derniers dans le classement des 190 économies qui existent. Mais aussi, il y a un problème de la gouvernance cosmétique. Regardez, quand on fait les rankings sur le plan mondial, avec l'indice, vous savez, la Transparency International publie chaque année l'indice de détection de la corruption, mais nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus du monde. Et les Britanniques, Mo Ibrahim, sur le plan africain, nous sommes les 5e pays les plus corrompus du monde dans les classements ou dans les rankings annuels de Mo Ibrahim en termes de gouvernance. Donc, dans un pays où la gouvernance est devenue une denrée rare et même rarissime, donc il est difficile qu'on ait des initiatives privées qui puissent engager leurs moyens dans ce secteur de l'énergie, qui reste la condition sine qua non pour le décollage économique, pour le décollage de l'industrialisation, parce qu'on ne peut pas avoir une économie qui se porte bien si on n'a pas une industrialisation à la base. Et c'est à ce point-là, et pour qu'il y ait industrialisation, il faut qu'il y ait de l'énergie, et même pour qu'il y ait développement à la base, on a mis le plan de développement local, mais il faut apporter d'abord l'énergie. Parce que quand on apporte l'énergie, il y aura des investisseurs qui iront dans les minières rurales, parce qu'au moins, il n'y aura pas les problèmes d'énergie. Tant qu'il y aura un déficit énergétique criant comme c'est le cas, ça serait un goulot d'étranglement qui ne favorise pas l'émergence de l'industrialisation, encore moins le décollage de l'économie congolaise. Merci professeur. Est-ce qu'on peut seulement dépendre de Yinga ou bien on peut créer d'autres barrages? Il y a des rivières aussi, il y a aussi le fleuve de ce côté-ci. Pour remédier à ce problème de courant dans les périphéries. Parce que j'ai vu à Bukavu, c'est la rivière Ruzizi qui est toute petite, mais qui donne quand même de l'électricité dans la ville de Bukavu. Est-ce qu'on doit toujours, la RDC doit toujours dépendre de Yinga ou bien on peut créer aussi d'autres centres, d'autres barrages? Bien au contraire. Vous savez, c'est que quand on fait le transport du courant de Yinga pour alimenter les Katanga à l'époque, c'est beaucoup plus coûteux que créer des barrages. Et au risque de me répéter, il y a les barrages il y a des barrages et même des micro-barrages. Déjà, je salue les religieux qui ont une longueur d'avance par rapport aux politiques. Mais je l'ai dit tantôt ici, que l'Église catholique et des congrégations l'Église catholique crée des barrages et même il y a des initiatives même privées dans les Nord Kivu, Sud Kivu, au Kasaï et un peu partout qui créent aussi des micro-barrages. L'idéal serait que, parce que transporter le transport du courant est plus onéreux, est plus cher et plus coûteux que l'érection. Donc quand on fait les avantages comparés, quand on compare les charges qui peuvent être dans le transport du courant par rapport à l'érection d'un micro-barrage ou un barrage, et nous sommes un cours d'eau, nous sommes un pays, nous sommes gâtés même. Nous sommes une merveille hydrographique parce que nous avons des cours d'eau partout dans les territoires nationaux, dans toutes les provinces, il y a des cours d'eau et des cours d'eau susceptibles à l'érection des micro-barrages et des barrages. Et ça on pourrait avoir
de l'énergie rurale. Mais on parle trop des barrages, mais nous aussi, on peut offrir des énergies, encore des énergies propres. On est pendant la transition énergétique. L'hydroélectricité, c'est de l'énergie propre. Mais aussi, il y a les vents, éoliennes, il y a le soleil. Et donc, tout ça, dans les milieux ruraux, on peut recourir à d'autres sources d'énergie, par exemple, en nous servant de l'énergie voltaïque ou à l'énergie éolienne. Et ça peut pallier à ce déficit criant qui consiste, qui est encore jusque-là au milieu rural. Alors que dans beaucoup de pays africains, on a ce qu'on appelle l'énergie rurale. C'est-à-dire on y met des possibilités de servir. Et aujourd'hui, on a, vous voyez, même ici dans la capitale, on fait des forages d'eau. C'est pour toujours compenser à ces déficits d'addiction d'eau potable. Donc, il y a toujours moyen de créer. Donc, pour qu'il y ait développement à la base, la priorité des priorités, c'est l'énergie. Il faut qu'on puisse relever encore ce taux de desserte en eau et en électricité, surtout dans les milieux ruraux. Si déjà dans les villes comme la ville de Kinshasa, il y a ce déficit d'énergie, donc on ne peut pas envisager la création ou l'attractivité économique ou le décollage économique. Donc l'énergie demeure le lubrifiant, au mieux le moteur de décollage économique et même de l'émergence de notre pays. Merci beaucoup, professeur. Mais si ceux qui sont dans la périphérie, aujourd'hui, ils s'adonnent peut-être à des forages pour quand même avoir de l'eau potable. Je pense que là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont accéder à l'eau de la régie des eaux. Alors, même le problème se posait celui-ci. Les dirigeants qui doivent voter, ils ne votent jamais, ils ne choisissent jamais leurs dirigeants. Est-ce que leur problème sera résolu facilement? Parce qu'on ne peut que poser des problèmes aux gens que nous-mêmes, la population va choisir. Maintenant, comment ça va se passer pour que les cris de ceux qui sont dans la périphérie puissent arriver maintenant aux oreilles de ceux qui sont au niveau central? C'est pourquoi il faut, plus que jamais, il faut procéder aux réformes. Réformes institutionnelles, réformes électorales. Et je crois à ce sujet-là, ça pose un sérieux problème. Nous avons un problème de personnel politique défaillant. Donc il faut que les réformes ne se limitent pas seulement au vote de loi. Il faut que les réformes deviennent rigoureuses, tiennent compte aussi de l'éthique et des hommes. Moi j'ai toujours dit qu'il faut commencer par la révolution du bon sens, la révolution des mentalités, et pour que nous ayons des personnes, comme je l'ai toujours dit, des personnes qui soient intellectuellement élevées, moralement intègres et politiquement aguerries. Mais si on prend des gens qui n'ont aucune vocation, qui considèrent la politique comme une carrière, alors que la politique devrait être un apostolat, un service, ces gens-là qui viennent en politique pour faire carrière, qui viennent en politique pour chercher de l'emploi, avec ces genres d'hommes, ils ne sont redevables à rien parce que pour la plupart, ils ne sont pas votés, sinon qu'ils achètent les voix, et sinon qu'ils essaient un peu de recourir à la corruption et même à la violence électorale pour se faire, entre guillemets, élire. Alors que nous avons une question de redevabilité. Pour qu'un élu soit redevable à ses électeurs, il faut qu'il soit réellement le produit du vote populaire, qu'il soit le produit de la volonté populaire. Tel malheureusement n'est pas le cas. On procède à une sorte de nomination subtile de différentes personnalités qu'on retrouve. Ce Parlement-là qui est aujourd'hui à 500 députés, ou moins de 500, un peu plus, moins de 500 députés. Mais la majorité de ceux qui sont au Parlement, ce ne sont pas ceux qui ont été choisis, élus par les peuples. Alors, quand vous prenez des gens qui n'ont aucun engagement vis-à-vis de l'électorat, qui n'ont aucun engagement vis-à-vis du peuple, et qui ne sont là que grâce à la corruption, grâce à leur pouvoir d'achat, ou parce qu'ils se retrouvent dans un parti politique qui a été à la manœuvre. Donc, ces gens-là ne peuvent rien, ne peuvent pas se voir redevables à la population. C'est ainsi que la population, il faut qu'il y ait un engagement citoyen.
C'est dans ce cadre-là que nous avons estimé que nous devons mettre aussi des organisations citoyennes. Et le prof Omeonga, je ne me suis pas présenté. Je suis à la tête d'une grande fondation, la FOMENIC, Fondation Omeonga Nico, mais qui procède aussi à l'éveil de la conscience nationale, et à l'éveil pour que la population se prenne en charge. Et pour que la population se prenne en charge, elle doit avoir un engagement citoyen. Et l'engagement citoyen, il faut qu'à la base, qu'il soit d'abord formé. Nous passons le gros des montants à former la population et principalement la jeunesse, pour que cette jeunesse-là soit, comme j'ai toujours comme Pareto, moi je crois à la circulation des élites, mais aussi au renouvellement de la classe politique. Et ce renouvellement ne peut s'opérer que par la jeunesse. Et une jeunesse bien formée, parce que je le dis toujours, quand j'enseigne, j'ai fait des séminaires, j'ai toujours dit qu'une jeunesse éduquée est la force d'aujourd'hui et la puissance de demain. Donc, si nous voulons être forts, puissants demain, nous devons voir qu'est-ce que nous faisons de la jeunesse aujourd'hui. Le Congo de demain sera le reflet de l'investissement que nous faisons dans la jeunesse. Donc, si nous voulons être forts, puissants, nous devons investir dans la jeunesse. Et ça c'est mon credo, ça c'est mon créneau. Et c'est ce que je fais tous les jours pour formater, pour qu'il y ait vraiment un nouveau logiciel à appliquer à la jeunesse et pour que la jeunesse soit réellement formatée, formée et pour qu'il soit utile à elle-même, mais utile aussi à la société. Parce qu'une société qui n'a pas une jeunesse formée, cette jeunesse-là devient un goulot d'étranglement au lieu d'être un socle pour le développement. Merci beaucoup, professeur Nico Omeonga. La RDC, c'est un château d'eau, vraiment, c'est un pays gigantesque, mais nous manquons de l'eau, nous manquons de l'électricité. Nous demandons aux politiques, à l'administration congolaise de voir ce problème pour que la population congolaise puisse accéder à l'eau potable et aussi à l'électricité. Merci. C'est la fin de cette émission. Restez branchés sur les programmes de la RTNC Développement. Au revoir.